Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez, que vous me voyez bien, que vous voyez également, l'écran qui est projeté, actuellement. Si jamais il y a des soucis, n'hésitez pas à le dire dans le fil de la discussion. Je l'ai activé normalement pour tout le monde. Écoutez, bienvenue à ce webinaire. Donc je me présente, moi je suis Vincent Debloc, je suis accompagné ce soir de, Chris Sohim, donc nous serons vos animateurs, pour la soirée. Nous intervenons ce soir en fait dans le cadre des semaines de l'éco-rénov. Donc c'est un événement qui a été mis en place par la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucles-de-Seine pour justement promouvoir la rénovation énergétique de l'habitation. Donc le lancement des semaines de l'éco-rénov, ça a eu lieu samedi dernier. Peut-être que vous étiez présents, c'était à Houille. Donc c'était ma collègue Nadège Chiffroy qui a tenu la conférence de lancement. Donc c'est possible que vous y ayez assisté. Et donc, le webinaire de ce soir s'intitule Rénover une maison chauffée au fioul. Alors, comme vous l'avez vu peut-être juste avant, voici quelques petites règles en fait, plus sur le déroulé, le côté logistique du webinaire. Donc, vos micros sont coupés le temps de la conférence, mais par contre, vous pouvez poser vos questions sur le vif via il y a un chat vraiment dédié aux questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dedans et mon collègue Chris prendra connaissance des questions au fur et à mesure et il y répondra dans la mesure du possible en direct. Donc, n'hésitez pas à écrire dedans. Donc vos webcams, vous n'êtes pas obligé de les activer, d'autant plus si vous avez une connexion pas forcément très rapide. Mais à l'issue de la conférence, si vous voulez prendre un temps pour échanger de nouveau, si vous avez quelques questions qui viennent, on prendra un temps en fin de webinaire pour échanger tous ensemble. Et donc le webinaire est enregistré. Et il sera disponible en replay si jamais vous souhaitez revoir certaines parties. Et donc là, on sera ensemble jusqu'à environ 21h30 pour votre information. Donc, on va y aller. Alors, simplement, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais simplement rapidement présenter donc l'association à laquelle nous appartenons, donc l'association Énergie Solidaire. Alors, Énergie Solidaire, c'est une association qui a été créée en 1998. À l'origine, c'est deux étudiants qui viennent de Triel-sur-Seine qui l'ont créée pour des projets d'électrification solaire au Burkina Faso. Donc là, ça va bientôt faire 25 ans finalement que l'association a été créée et elle compte aujourd'hui 16 salariés. On porte plusieurs dispositifs que je vais vous présenter d'ici quelques instants, mais notre cœur de métier, c'est bien donc l'accompagnement à la rénovation énergétique, avec une spécialisation sur notamment l'éco-construction, ainsi que des dispositifs plus ciblés sur la lutte contre la précarité énergétique, notamment le SLIM, les chantiers solidaires, mais tout ça, je vous le repréciserai juste après. L'idée, c'est que on est une association en constante évolution. Donc, on cherche de l'innovation, on a évolué au cours de ces presque 25 ans, toujours dans une démarche finalement d'amélioration continue de notre activité. Pour notre territoire, donc le voici, notre territoire d'action. Qui correspond, on le voit en vert ici, au nord des Yvelines. Donc ça correspond à environ 800 000 habitants, c'est un territoire d'environ 800 000 habitants. Et notre siège social, il se situe à Carrières-sous-Poissy. Si vous n'êtes jamais venu nous voir, donc c'est un grand bâtiment en bois qu'on voit juste ici. Mais en fait, on abrite au sein de cet endroit ce qu'on appelle la matériothèque. La matériothèque, c'est un showroom en fait de 300 mètres carrés qui va être vraiment dédié à l'éco-construction, qui va présenter notamment des maquettes à échelle réelle de méthodes de mise en œuvre de travaux de rénovation comme l'isolation, le vitrage, etc. Donc c'est un espace qui est très intéressant à venir regarder. Donc c'est un espace qui est ouvert au public sur rendez-vous, mais n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez visiter cet endroit. Donc voilà un petit peu pour notre territoire. Je vais maintenant présenter les différents dispositifs qui sont portés par notre association, comme je vous le disais juste précédemment, en commençant par le réseau France Rénov, que vous avez peut-être connu sous d'autres noms, comme le nom Espace Info Énergie ou Espace Fer. Ça a un petit peu évolué au cours des années. Aujourd'hui, ça s'appelle France Rénov, mais le service reste le même. Depuis 2002, c'est de conseiller en fait le grand public sur les travaux de rénovation énergétique, ainsi que sur les dispositifs d'aide financière dont ils peuvent bénéficier. Donc moi-même, ainsi que Chris,
France, nous sommes des conseillers France Rénov'. Il faut savoir que le conseil, c'est un service vraiment, c'est un dispositif public gratuit, neutre et indépendant. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'affiliation avec des entreprises, on n'a rien à vous vendre, on n'est pas des artisans, on est plutôt là pour être un tiers de confiance dans votre projet de rénovation pour vous accompagner, pour vous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc ça, c'est le dispositif France Rénov'. On a également un dispositif CEP pour Conseil en énergie partagée. Donc ça, c'est aussi un accompagnement à la transition énergétique, mais dédié cette fois aux collectivités. C'est pour les collectivités de moins de 10 000 habitants, mais on a aussi un dispositif d'accompagnement pour les travaux de rénovation énergétique. Ensuite, troisième dispositif, le SLIM, que j'ai déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Le SLIM, ça va être en fait un accompagnement plutôt socio-technique pour des ménages qui sont en difficulté, qui sont en situation de précarité énergétique. Et ce dispositif-là, il n'opère pas exactement sur le même territoire. Lui, il va être ciblé uniquement sur le territoire de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Mais c'est également un dispositif porté par notre association. Et enfin, nous avons également les chantiers solidaires. Donc les chantiers solidaires, en fait, ça a pour objectif, finalement, de faire réaliser des travaux de rénovation chez des ménages qui sont en situation de précarité énergétique. Donc ces travaux sont réalisés par des bénévoles, mais sont bien sûr encadrés toujours par un professionnel. Mais ça a pour but aussi de lutter contre la précarité énergétique qui touche les habitants des Yvelines. Donc voilà un petit peu pour les différents dispositifs que l'on porte. À côté de ça, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, on est une association qui est en quête un petit peu constante de renouveau. Voilà, on se renouvelle en permanence et on propose, en plus de ces dispositifs que je viens de vous présenter, on dispose tout un panel d'animations finalement assez variées et qui sont d'ailleurs mises en avant dans le cadre des semaines de l'éco-rénov qui sont organisées par la communauté d'agglomération de Bleu-de-Seine. Donc, je vais en présenter quelques-unes, sans forcément faire un listing complet, mais pour vous donner quelques exemples, on a des animations plutôt familiales, plutôt pédagogiques, notamment le défi énergie ou le défi presque zéro déchet. Alors, le défi énergie, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans ma présentation, vous en saurez un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on propose également? Des animations cette fois un petit peu plus innovantes, notamment toutes nos animations qui sont dérivées des escape games. Donc c'est un format un petit peu plus ludique sous forme de jeu, un format un petit peu plus moderne, mais toujours sur les mêmes sujets d'énergie, de climat, de rénovation. Donc ça reste bien sûr notre cœur de métier principal, mais c'est un format un petit peu plus différent, disons un petit peu plus ludique. Et enfin, plutôt des animations, cette fois vraiment plus techniques, comme notamment les soirées thermiques ou bien le concours maison économe. Donc voilà, ça vous avez peut-être entendu parler de ce type d'animation. J'y reviendrai également en fin de présentation s'il y a certaines informations qui vous intéressent. Mais c'est tout ça pour montrer qu'on propose un tas d'animations variées qui peuvent peut-être vous intéresser, vous ou des personnes que vous connaissez. Donc voilà un petit peu rapidement pour la présentation de notre association Énergie Solidaire. On va pouvoir donc démarrer ce webinaire avec dans un premier temps plutôt un rappel contextuel, notamment pour ceux qui n'étaient pas forcément là à la conférence de lancement à Houille samedi dernier, sur finalement initialement les raisons qui peuvent aussi pousser à vouloir faire de la rénovation énergétique dans un logement. Donc ce contexte, on le connaît, il est double principalement. Ça va être un contexte aussi bien environnemental que économique finalement, voire même géopolitique, si on va un petit peu plus loin. Mais dans l'idée, c'est que le contexte géopolitique, c'est principalement autour de l'approvisionnement de l'énergie. On l'a vu avec le contexte de la guerre en Ukraine, ça pose beaucoup de questions sur notamment le chauffage au gaz, le chauffage au fioul, en ce moment, ça a montré concrètement ce que peuvent être les conséquences finalement d'une pénurie de ce type d'énergie, voilà. Mais bien sûr, la guerre montre les conséquences, mais c'est pas non plus la cause principale de ces pénuries. Et puis, en parallèle de ça, on a toujours un contexte environnemental assez marqué avec un dérèglement climatique de plus en plus présent. Donc, ça va être aussi très important d'agir pour limiter au maximum ce dérèglement. Et ça va être bien là, du coup, notre cœur de cible, en fait, lutter contre ce dérèglement climatique. Et justement, ça va faire le lien avec la slide suivante qui va parler un petit peu d'effet de serre. Alors, cette slide-là, c'est simplement pour remettre aussi un petit peu les bons mots au bon endroit parce que l'effet de serre, c'est un phénomène vraiment primordial qu'il faut bien assimiler pour comprendre aussi ce qu'est le dérèglement climatique.
L'effet de serre, à la base, hein, c'est un phénomène complètement naturel. C'est pas du tout une invention, une création de l'être humain, hein, c'est tout à fait naturel. Et donc, en quoi ça consiste? Bah, on va le voir sur ce schéma. Mais globalement, le Soleil, il envoie un rayonnement en direction de la Terre. Ce rayonnement, il y en a une partie qui va réussir à traverser notre atmosphère et qui va être absorbée par la Terre. La Terre va absorber le rayonnement. La Terre, en faisant ça, elle se réchauffe et elle émet à son tour du rayonnement. Il faut bien imaginer que la Terre, en fait, elle émet du rayonnement. Alors, c'est vraiment pas le même type de rayonnement que le Soleil, mais il y a quand même du rayonnement qui part de la Terre en direction de l'espace. Et en fait, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? Ça se passe juste ici. En fait, dans l'atmosphère, on a des gaz qui sont dits des gaz à effet de serre, qui vont venir capter le rayonnement émis par la Terre. Et donc, les gaz à effet de serre vont capter, vont retenir ce rayonnement et en faisant ça, ça va contribuer à notamment à réchauffer, à maintenir une température moyenne sur Terre finalement. Gaz à effet de serre, alors principalement c'est le CO2, le dioxyde de carbone. On entend beaucoup parler de CO2, faut savoir que c'est pas le seul gaz à effet de serre, hein, c'est simplement le plus abondant, donc c'est souvent lui qu'on va évoquer le plus, mais c'est pas le seul, il y a notamment des gaz à effet de serre comme le méthane ou le protoxyde d'azote qui existent également. Donc en fait, l'effet de serre, c'est simplement ça, c'est on retient une partie du rayonnement émis par la Terre. Donc en soi, l'effet de serre, c'est pas vraiment ça le problème, parce que l'effet de serre, faut savoir que ça permet de maintenir une température moyenne sur Terre d'environ 15 degrés. Et c'est cette température moyenne qui a permis le développement de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui. S'il n'y avait aucun gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il ferait en moyenne moins 18 degrés sur Terre, et donc la vie n'aurait tout simplement pas pu se développer. Donc faut vraiment comprendre qu'on ne pourrait pas survivre sans effet de serre. Donc l'effet de serre en soi n'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt l'intensification de l'effet de serre parce que on émet de plus en plus de gaz à effet de serre, hein, l'être humain, les activités humaines, et donc on vient saturer l'atmosphère de ces gaz à effet de serre. Et plus il y a des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, plus on retient le rayonnement qui est émis par la Terre. Et donc, ça se réchauffe petit à petit, petit à petit. Mais il faut savoir que c'est vraiment cette intensification qui est le problème. Et donc, c'est l'activité humaine qui en est la cause et qui repose en fait principalement sur l'utilisation d'énergie fossile. Le trio gagnant, globalement, c'est pétrole, charbon et gaz. C'est ces trois énergies fossiles qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre lorsqu'on les brûle. Donc, c'est vraiment la problématique à régler, c'est de pouvoir diminuer toutes ces émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà un petit peu pour cette partie-là. Simplement, là, on voit une petite courbe qui est issue en fait d'un rapport du GIEC. Donc, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. C'est un groupe en fait international qui est en charge de la rédaction de rapports sur la situation climatique actuelle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? En fait, on voit les variations de température sur Terre. En bleu, on a sans influence humaine, alors qu'en rouge, on a avec influence humaine. Et on voit bien que la courbe en rouge, elle a tendance à grimper. Et en fait, c'est cette courbe-là qui montre l'augmentation de température moyenne sur Terre due à l'activité humaine. Et la tendance, elle est à plus 4 degrés à l'horizon 2100. Alors, on pourrait se dire, plus 4 degrés, il y a déjà eu ça par le passé, hein, et c'est tout à fait vrai. Il y a toujours eu des alternances par le passé d'ère glaciaire et d'ère interglaciaire, et donc un plus 4 degrés, ça a déjà eu lieu par le passé. Le souci, c'est que un plus 4 degrés, avant, ça s'opérait en dizaines de milliers d'années, voilà, en 15 000 ans environ. Et donc, la Terre, elle s'adaptait pendant ces 15 000 ans face à ce changement de température. On imagine bien, la Terre aujourd'hui ne ressemble pas du tout à celle qu'il y avait il y a 15-20 000 ans. Donc le problème, c'est pas vraiment plus 4 degrés, c'est plutôt l'échelle de temps réduite à laquelle va se produire ce plus 4 degrés, parce que nous, on s'apprête à faire ça globalement un peu plus d'une centaine d'années. Et donc c'est ça qui est très problématique, c'est l'échelle de temps qui est très réduite et qui donc nous laisse peu de capacité d'adaptation finalement à tous les dérèglements, toutes les conséquences du dérèglement climatique qui vont s'opérer. C'est plutôt notre capacité de réaction face à ça qui va être un petit peu même très embêtante. Donc c'est aussi pour bien comprendre que effectivement il y a toujours eu des alternances, mais voilà, c'est cette échelle de temps qui pose un petit peu problème. Et donc ce graphique, il montre bien que
l'activité humaine, elle est bien à la cause du dérèglement climatique, mais si c'est aussi l'activité humaine qui est responsable, c'est-à-dire que c'est aussi l'être humain qui va pouvoir prendre des mesures pour inverser cette tendance et remédier à toutes les conséquences du dérèglement climatique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, le souci, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui s'intensifient et principalement, d'où viennent ces émissions de gaz à effet de serre? C'est de la combustion d'énergie fossile, pétrole, charbon et gaz. Donc là, sur ce petit graphique, je voulais simplement vous montrer le mix énergétique français. Voilà, quelles sont nos consommations d'énergie en France? On voit quand même qu'on a un mix énergétique un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'il ne reflète pas forcément la tendance mondiale. C'est-à-dire que nous, en France, les énergies fossiles, donc pétrole, charbon, gaz, ça représente un peu moins de 50% de notre consommation, alors qu'à l'échelle mondiale, pétrole, charbon et gaz, ça représente entre 85 et 90% des consommations. Donc nous, on a un mix énergétique un peu particulier. Pourquoi? Parce qu'on a la présence d'un parc nucléaire qui est quand même assez important pour la production d'électricité. L'idée, c'est que le nucléaire, ça fait beaucoup de débats, hein, ça soulève beaucoup de questions qui sont très importantes d'ailleurs. Simplement, là, ce soir, si on s'intéresse aux émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire à ce niveau-là, il émet très peu de gaz à effet de serre pour la production d'électricité. Donc, finalement, c'est une énergie qui est très peu carbonée, contrairement au pétrole, au gaz, au charbon. Le charbon, en France, globalement, on en est pratiquement sorti complètement. Alors, pas tout à fait, mais c'est pratiquement le cas. Simplement, voilà, faut bien comprendre que le nucléaire, ça soulève beaucoup de questions, notamment sur la gestion des déchets, sur la gestion du risque également des centrales nucléaires. Par contre, si on parle purement en émissions de gaz à effet de serre, le nucléaire, ça émet très peu sur la production d'électricité. Donc voilà un petit peu la situation du mix énergétique français. Si on va un petit peu plus loin pour sectoriser ça par activité, ce qu'on voit sur ce graphique-là, juste après, c'est tout simplement la consommation d'énergie, mais par secteur cette fois. On voit différentes couleurs qui correspondent à différents secteurs, et donc ce qu'on peut conclure, c'est que le secteur résidentiel et tertiaire, donc tout ce qui est bâtiment finalement, c'est le premier secteur de consommation d'énergie en France. Donc ça va particulièrement nous intéresser ce soir, justement, parce qu'on est dans le cadre de la rénovation énergétique de logements. Donc c'est, voilà, en premier le résidentiel, devant les transports, puis l'industrie dans un troisième temps. Donc, voilà un petit peu si on va sectoriser les consommations d'énergie en France. Et si on rentre un petit peu plus loin, cette fois, vraiment, on va à l'intérieur d'un logement où se situent les consommations. Donc déjà, pour un ménage, en moyenne, c'est un peu plus de la moitié du budget énergie qui part dans le logement, en sachant que l'autre moitié, globalement, ça part dans les transports, dans la voiture. Et si on regarde plus précisément dans un logement, où est-ce qu'on dépense le plus? C'est le chauffage qui est le premier poste de consommation dans le logement. On le comprend assez intuitivement, pardon. Donc le chauffage, premier poste de consommation. Cela dit, il y a quand même un poste de consommation qui a tendance à prendre de l'ampleur au fil des années, c'est l'électricité spécifique. Alors qu'est-ce que c'est l'électricité spécifique? C'est tout simplement toute l'électricité qui sert à l'éclairage, à l'électroménager, au multimédia. En fait, tous les appareils qui ne peuvent fonctionner qu'avec de l'électricité. Pour vous donner un exemple, si chez vous, vous avez un ballon électrique qui tourne à l'électricité, on ne considérera pas ça comme de l'électricité spécifique. Ça ira bien dans la partie eau chaude sanitaire, parce qu'on peut avoir des ballons qui ne fonctionnent pas à l'électricité. Chauffage, même chose. Alors là, a priori, vous êtes ce soir normalement tous chauffés au fioul, hein, si vous êtes venus au webinaire de ce soir. Mais si vous aviez du chauffage électrique, la partie électricité irait dans la catégorie chauffage. Mais de manière générale, hein, c'est quand même le chauffage qui reste le premier poste de consommation à un peu plus de 65% de nos consommations. Et en termes de budget, cette fois, c'est aussi des factures qui sont pas négligeables annuellement, hein. Et encore là, c'est une moyenne à pratiquement 2 700 € par an par ménage, en sachant que c'est une moyenne, mais finalement, récemment, avec les augmentations assez marquées des prix de l'énergie, cette moyenne a plutôt tendance à augmenter. Donc, c'est vraiment pas négligeable en termes de budget énergie. Et puis, petit aparté également sur l'eau, hein, les consommations d'eau, c'est aussi des chiffres qui sont assez élevés, hein, à plus de 140
40 litres d'eau potable par Français par jour. Donc, c'est aussi des raisons qui poussent à vouloir trouver des solutions pour faire diminuer ces consommations à la fois d'énergie et d'eau, pour d'un côté baisser son impact sur l'environnement et de l'autre côté pouvoir baisser aussi les factures d'énergie chaque mois. Donc voilà, c'était simplement une petite mise en contexte pour rappeler l'intérêt de procéder à une rénovation énergétique du logement. Donc maintenant qu'on est au clair un petit peu sur ce contexte-là, on va pouvoir se pencher sur les différentes solutions que l'on peut mettre en œuvre. Et pour ça, je vais me baser sur ce schéma qui représente ce qu'on appelle la démarche Négawatt. Donc Négawatt étant le nom d'une association que vous connaissez peut-être, mais si vous voulez, Négawatt, ils ont en fait élaboré un scénario de transition énergétique qui se base finalement sur une utilisation, une consommation beaucoup plus raisonnée de l'énergie, qui se fait en 3 étapes qu'on a juste ici. Donc une étape de sobriété, une étape d'efficacité et une étape de renouvelable. Alors, je vais les présenter rapidement à quoi ça correspond. Donc, si on commence par la sobriété, donc on voit, il y a écrit « prioriser les besoins et les services énergétiques essentiels ». Donc, tout est dans le mot « essentiel » finalement. On va chercher à éliminer le superflu. On va garder vraiment que ce qui est essentiel pour nos besoins du quotidien. Donc, si je prends un petit exemple, par exemple, voilà, on a chez soi, on a donné la consigne de température, elle est à 24 degrés. Bon, mettre la consigne de température, la descendre à 20 degrés, c'est une action de sobriété. Voilà, on se dit qu'on n'a pas besoin d'avoir plus, on va vraiment garder que ce qui est essentiel. Donc, c'est un éco-geste finalement, c'est une action de sobriété. La deuxième étape, c'est une étape d'efficacité. Cette fois-ci, une fois qu'on a gardé tout ce qui était essentiel, ce qu'on va faire, c'est chercher à réduire la quantité d'énergie dont on a besoin pour satisfaire à ces besoins essentiels qu'on a conservés. Donc là, si je reprends mon exemple, on a baissé la température à la consigne à 20 degrés, mais on a toujours besoin d'énergie pour amener ces 20 degrés-là. Donc ce qu'on veut, c'est faire en sorte de consommer le moins d'énergie possible pour maintenir une température à 20 degrés. Et donc là, ça passe par des travaux de rénovation, comme faire de l'isolation, par exemple. Isoler sa maison, c'est une action d'efficacité parce qu'une maison qui est isolée, vous avez besoin de moins d'énergie pour maintenir une température de 20 degrés, si je reprends le même exemple. Et dernière étape, donc le renouvelable, là, c'est plutôt se poser la question, quel est le système qui m'apporte de l'énergie pour, si je reprends le même exemple, mais pour maintenir mes 20 degrés. Donc là, si on prend l'exemple, j'ai une chaudière au fioul. Le fioul, c'est une énergie fossile qui émet beaucoup de carbone qui émet beaucoup de dioxyde de carbone lors de sa combustion. Je voudrais me tourner vers un système plus renouvelable. Par exemple, est-ce que je peux envisager une chaudière à granulés? Voilà, ça c'est un exemple de je change mon système de chauffage. Ce qui est très important dans cette démarche Négawatt, c'est qu'elle se fait dans un ordre précis, c'est-à-dire on part de la sobriété pour ensuite aller vers le renouvelable, mais pas l'inverse. Et c'est très important de bien comprendre pourquoi. Et je vais tout simplement reprendre un exemple, mais cette fois en faisant le schéma inverse, c'est-à-dire imaginons je pars du renouvelable pour aller vers la sobriété. Donc je vais tout simplement prendre un exemple. Vous avez une maison, vous êtes chauffé au fioul. Votre maison, elle n'est pas du tout isolée, hein, c'est une maison type années 70, l'isolation dans la toiture est vraiment très faible, très abîmée. Les murs, globalement, il n'y a pas d'isolation. Votre thermostat, il est réglé sur 22-23 degrés dans le logement. OK, donc ça, c'est notre point de départ. Si vous faites d'abord une action renouvelable, vous dites, bon, ma chaudière fioul, je la remplace. Je la fais changer, j'installe une chaudière à granulés en échange. OK. Vous appelez un artisan, il va venir chez vous, il va vous dire, très bien, écoutez, je vais dimensionner une chaudière à granulés pour remplacer votre chaudière fioul. Il vous le fait, vous payez, il vous l'installe, très bien, tout va bien. Vous avez votre nouvelle chaudière. Ensuite, vous vous dites, finalement, le logement, il n'est pas isolé, à la fois au niveau des murs, du vitrage, de la toiture. On va procéder à vraiment un renforcement de l'isolation. Donc très bien, vous faites des travaux d'isolation, vous procédez à une isolation complète du logement. OK, vous appelez les artisans, ils vous font les travaux, impeccable. Et ensuite, dans un dernier temps, vous vous dites, finalement, là, je vois que le thermostat est réglé sur 24, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de 24 degrés en permanence, sachant que la journée, on n'occupe pas le logement, la nuit, finalement, on est dans les chambres, mais sous la couette, il fait chaud. Donc, est-ce qu'on a besoin de 24 degrés vraiment? Donc là, vous vous dites, bon, on va le baisser à 19. Très bien.
Alors, c'est quoi le problème si on a procédé dans ce sens-là? Le problème, c'est que, votre chaudière à granulés, par laquelle vous avez commencé finalement, bah, elle n'est plus du tout adaptée à votre logement. Parce qu'en fait, entre-temps, vous avez, votre logement finalement, c'est plus du tout le même que lorsque vous aviez installé votre chaudière granulée. Parce qu'entre-temps, vous l'avez isolée et en plus de ça, vous avez réduit votre consigne de température. Donc le problème, c'est que votre chaudière, elle est surdimensionnée. Ça veut dire qu'elle est trop grosse, elle ne répond plus à vos besoins parce qu'elle a été dimensionnée pour répondre à des besoins beaucoup plus grands. Et donc le problème, bah, il est double, c'est que d'une part, vous avez payé trop cher pour un appareil qui est maintenant trop gros pour votre maison, et d'autre part, c'est que l'appareil, du coup, bah, il se retrouve à fonctionner en sous-régime. Il va faire probablement des arrêts, remise en marche, en permanence. C'est pas du tout bon pour un appareil de pas fonctionner dans ces conditions, optimales. Donc ça peut être dangereux pour l'équipement, donc ça peut même vous forcer à devoir le faire remplacer, quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment une logique de d'abord, on se pose la question de garder uniquement les services énergétiques essentiels, donc on applique tout un tas d'éco-gestes. Ensuite, on procède à des travaux d'efficacité comme l'isolation par exemple, et après on peut se poser la question de, bah, finalement, ma chaudière fioul, par quoi je peux la remplacer maintenant que mon besoin énergétique, il a été réduit au maximum. Donc voilà un petit exemple et vous allez voir ce schéma-là, il va être, un petit peu important parce que je vais le réutiliser dans la suite de ma présentation, que je vais enchaîner d'ailleurs tout de suite, mais on va en fait explorer chacun de ces postes de chacune de ces étapes de cette démarche Négawatt. Donc on va démarrer par l'étape de sobriété. Ça va pas être très long, mais on va faire un petit aparté quand même dessus. La sobriété, en fait, ça peut faire un petit peu sourire. On entend éco-gestes, on se dit, voilà, que ça peut sembler anodin, inutile, mais pour le coup, c'est vraiment pas inutile, hein. C'est vraiment la première étape dans la baisse des consommations d'énergie et il y a vraiment plein de choses qu'on peut mettre en place chez soi pour, bah, diminuer, de manière très simple, sans investissement, énorme, ces consommations d'énergie et d'eau. Donc là, on a quelques exemples, hein, je vais pas tous les lister, mais ça concerne vraiment, toutes les pièces de la maison. Voilà, cuisine, chambre, salon, le chauffage, l'éclairage, les appareils multimédia, et cetera. Il y a vraiment une réflexion à avoir, sur tout un tas d'éco-gestes à mettre en œuvre. Donc là, on a quelques exemples, hein, mais comme je vous l'ai dit, je vais pas forcément faire tout un listing, mais un qui peut être intéressant, par exemple, c'est la box internet, tout simplement. C'est un appareil qui est allumé en permanence dans le logement, 24 heures sur 24. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un appareil qui tourne en permanence, surtout une box? Pas forcément. Donc peut-être posez-vous la question, est-ce que je peux pas l'éteindre une partie de la nuit? Voilà, le réfrigérateur, il y a beaucoup de choses à mettre en place avec le réfrigérateur sur, bah, la température, l'entretien, où est-ce qu'il est placé dans la cuisine, et cetera. Il y a vraiment plein de choses, que vous pouvez faire. Donc de manière générale, la sobriété, c'est vraiment, en toute simplicité, mettre des choses en place pour, diminuer ses consommations d'énergie. Et donc là, on a quelques petits exemples de petits investissements, pour faire un petit peu la chasse au gaspillage dans son logement. C'est des petits investissements assez astucieux et qui coûtent vraiment pas cher, comme par exemple, bah, la multiprise globalement, on connaît, hein, mais ça peut être très utile, pour, bah, couper complètement des appareils qui resteraient en veille, autrement. Si je prends un exemple, c'est, la télévision par exemple. Souvent les télés, elle reste en veille, et donc il y a un voyant lumineux qui reste en permanence allumé, même quand la télé est éteinte, et donc c'est une consommation d'énergie. Ça peut sembler anodin, hein, mais tous les appareils en veille dans un logement, mis bout à bout, si on arrive à les éliminer, ça peut représenter quand même 10 de la facture d'électricité, donc c'est pas négligeable pour le coup. Donc il y a peut-être des pistes de réflexion à avoir, là-dessus. Et alors pour terminer cette partie sobriété, je vais simplement vous présenter le défi énergie. Si vous vous souvenez, je l'ai brièvement évoqué lorsque je présentais les animations, proposées par notre association. Donc je vais vous présenter un petit peu plus en détail ce défi parce que c'est vraiment au cœur de la sobriété énergétique. Pour le coup, hein, c'est vraiment l'objectif de ce défi-là. En fait, c'est un concours justement d'économie d'énergie et d'eau, dont le but, bah, c'est vraiment de réduire au maximum ses consommations, domestiques. Et il y a un petit objectif qui est fixé à 8 d'économie, en 5 mois, hein, pour les participants. Alors pourquoi 5 mois? Donc effectivement, c'est un défi qui dure 5 mois parce que c'est sur une saison de chauffe, tout simplement, entre le 1er décembre et le 30 avril. Ça va être la période sur laquelle on va, bah, tenter de diminuer ses consommations, d'énergie. C'est un défi qui est destiné à toute personne habitant sur le nord des Yvelines, hein. Que vous le fassiez en individuel ou en équipe, c'est-à-dire que vous pouvez, créer, une équipe, avec des amis, de la famille, des voisins, des collègues, peu importe, mais vous pouvez participer au défi, en individuel ou en équipe.
Que vous soyez propriétaire ou locataire, peu importe, que vous soyez en maison ou en appartement, même chose, tout le monde peut participer. En fait, l'idée, c'est justement, de pouvoir, un peu tous s'embarquer dans le même bateau, d'être plusieurs à participer à ce défi-là pour s'encourager et se motiver. Mais, il faut savoir qu'à la clé, il y a des économies d'énergie, il y a une baisse de, son empreinte carbone aussi sur l'environnement, et puis, finalement, c'est aussi l'occasion d'apprendre des choses, et le tout, hein, bien sûr, dans la convivialité. C'est vraiment l'esprit de ce défi, c'est la convivialité. L'idée, c'est pas de changer radicalement du jour au lendemain. On va pas vous demander d'enlever toutes vos ampoules et de vous éclairer à la bougie, hein. C'est pas du tout ça le concept du défi, mais c'est plutôt dans la convivialité d'apprendre des choses pour diminuer concrètement ces consommations d'énergie. Donc c'est un défi qui se passe, sur 5 mois, hein, mais principalement le défi va s'opérer depuis chez vous, et en fait, il faut s'inscrire. Ça se passe sur une plateforme, la plateforme Déclic, sur laquelle vous devez vous inscrire, et vous inscrire au défi. Donc là, j'ai mis une petite capture écran du défi de l'année dernière, mais l'idée, c'est qu'en fait, vous allez vous créer des relevés de compteurs. Vous allez, au fur et à mesure, ajouter des relevés de compteurs pour voir notamment les progrès que vous faites. L'idée, c'est de comparer 2 périodes, la période, de l'année en cours par rapport à une période de référence. Souvent, c'est l'année, d'avant. Comme ça, vous voyez concrètement les progrès que vous avez faits entre cette année et l'année dernière. Donc c'est, voilà, un petit aperçu. Hem Là, on voit, les résultats, justement, les résultats de l'année dernière. Donc l'année dernière, c'était 50 foyers qui ont participé, donc un peu moins de 115 personnes en tout, et donc on a atteint un objectif, on a atteint notre objectif, avec 8,36 de réduction de consommation, ce qui représente, voilà, 33 269 kWh, hein, quand même d'économiser, et donc c'est aussi un peu plus de 4 tonnes de CO2 qui ont été évitées. Donc voilà, c'est ça. Si ça peut vous donner envie de participer au défi, n'hésitez pas, hein, les inscriptions sont ouvertes. Vous pourrez me solliciter si vous souhaitez en savoir plus, ou bien regarder sur nos réseaux sociaux ou notre site internet. C'est un défi qui est complètement gratuit, et l'intérêt, c'est aussi de pouvoir participer à des ateliers, parce que, comme je vous ai dit, le défi principalement, il s'opère depuis chez vous, mais je vais aussi organiser tout au long des ateliers. Donc c'est l'occasion de se rassembler, de pouvoir un petit peu en apprendre plus, et puis partager de ses expériences avec les autres. Donc voilà, petit aparté défi énergie, et donc ça vient terminer cette première partie, sobriété, hein. Comme je vous l'ai dit, c'était pas très long. Là, on va attaquer la partie efficacité qui va particulièrement nous intéresser. Donc rappelez-vous, efficacité, ça veut dire réduire en fait la quantité d'énergie dont on a besoin pour répondre à un besoin de chauffage, par exemple. Et donc là, on va parler de travaux de rénovation énergétique. Alors, avant de parler directement des travaux, on va remettre quelques notions un petit peu, quelques terminologies à l'ordre du jour. Donc là, on a dans un premier temps une représentation déjà des déperditions thermiques dans un logement, parce que ça va être ça l'objectif, ça va être de limiter au maximum les déperditions. On perd de la chaleur par la toiture, par les murs, par le sol, les ponts thermiques, le vitrage, et cetera. Vraiment, la chaleur, en fait, ce qu'elle cherche à faire, c'est à sortir du logement, quand il y a un écart de température avec l'extérieur. Et donc l'idée, avec pour avoir un logement efficace, en fait, qu'est-ce que ça veut dire avoir un logement efficace? C'est un logement qui diminue au maximum toutes ces déperditions thermiques. Donc ça va être ça l'objectif, des travaux de rénovation. Ensuite, ce qui va être important, c'est de bien assimiler la notion de température ressentie. Parce que c'est vraiment la température ressentie, c'est le corps humain, ce que nous, on ressent. Il faut bien comprendre que c'est différent de la température ambiante qu'il fait dans l'air, autour de nous. En fait, le corps humain, il a plutôt tendance à faire une moyenne entre la température dans l'air et la température des parois, la température des surfaces qui nous entourent. Et donc, c'est pour ça que pour une même température ambiante, là, comme on a dans le petit exemple ici, on peut avoir un ressenti très différent si autour de nous, on a des parois froides, ou pas. Et donc, ça va être très important de bien faire la distinction entre température ressentie et température de l'air ou température des parois. Donc, je faisais ce petit aparté-là parce qu'on en reparlera un petit peu plus tard au fil de la présentation. Et finalement, autre point important, ça va être la distinction bâti ancien et bâti moderne. Voilà, il y a plusieurs personnes présentes ce soir. Vous avez chacun une maison unique, hein, mais sur la typologie du bâtiment, c'est peut-être pas la même, en fonction notamment de son année de construction. Donc vous allez m'entendre parler de bâti moderne, de bâti ancien. Pour mettre les choses dans le bon ordre, globalement, le bâti ancien, ça regroupe toutes les constructions d'avant 1948. En fait, c'est des constructions qui ne font
pas appel à des matériaux industriels. Donc, c'est par exemple une construction en pierre meulière, ce sera du bâti ancien, tandis que le bâti moderne, bah, ça va plutôt être le parpaing, la brique creuse, les blocs de béton, etc. Et ça va être très important de distinguer parce que c'est deux typologies différentes et on ne les rénove pas de la même manière. Donc voilà un petit peu pour clarifier ces différentes situations. Donc on va pouvoir attaquer bah, finalement ces travaux de rénovation et on va commencer par l'isolation justement. Donc, pour faire de l'isolation, on doit faire appel à des matériaux isolants. Jusque-là, hein, tout est normal, tout va bien. Simplement, des isolants, bah, il y en a beaucoup. Là, je vous en ai fait une petite synthèse, mais il y a déjà plusieurs familles d'isolants. On a des isolants issus de l'industrie pétrochimique, on a des isolants minéraux, des isolants issus du recyclage, comme la ouate de cellulose. Par exemple, la ouate de cellulose, c'est un isolant issu du recyclage du papier. On a aussi des isolants d'origine végétale, d'origine animale, donc vraiment des matériaux isolants, il y en a plein. Et là, j'en ai listé quelques-uns, mais ils n'y sont pas tous, hein. L'idée, c'est que, en fait, il n'y a pas forcément un meilleur isolant qu'un autre, parce que tout va dépendre de vos critères, finalement. Il y a des critères techniques, il y a des critères environnementaux, il y a des critères économiques. Voilà, ce ne sera pas le même isolant. Si vous cherchez le moins cher, ce ne sera pas forcément le même que si vous cherchez celui qui a le moins d'impact environnemental, ou alors si vous cherchez celui qui, finalement, a le meilleur pouvoir isolant. Donc, c'est important de comprendre que des isolants, il y en a plein, mais qu'il n'y a pas forcément un meilleur qu'un autre. Tout dépend de vos critères. Et donc justement, là, je vais faire appel à votre participation. Donc, vous allez pouvoir utiliser le chat plutôt, le chat de discussion. Donc, je vais vous donner un premier exemple. On a ici un même matériau, hein, c'est le même matériau isolant, mais il y a des épaisseurs différentes. Donc, celui de gauche est le moins épais, celui de droite est le plus épais. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le meilleur isolant parmi ces trois, c'est-à-dire celui qui a le meilleur pouvoir isolant? Est-ce que vous pouvez me le dire, simplement en ayant cette information-là? Même matériau, mais des épaisseurs différentes. Alors, est-ce que vous pouvez répondre via le chat? Alors, effectivement, c'est le même isolant, donc je vois même pouvoir isolant, mais l'épaisseur est quand même différente. Donc là, on me répond oui, le plus épais. Donc, effectivement, pour un même matériau, plus il sera épais, plus il sera isolant, plus il va avoir un pouvoir isolant. Donc, deuxième exemple, cette fois, on a différents matériaux avec des épaisseurs différentes cette fois. Je ne vous en dis pas plus, je ne vous dis pas quel type de matériau c'est, simplement on a des épaisseurs différentes. Est-ce que là, avec juste ces informations-là, vous êtes capable de me dire c'est lequel le meilleur isolant, celui qui empêche finalement le plus les déperditions thermiques? Est-ce que vous sauriez me dire ou est-ce que vous ne pouvez pas le dire? Voilà, effectivement, je vois des noms, je vois des on ne peut pas, ça dépend de l'isolant. Tout à fait. Effectivement, si on n'a pas plus d'informations, là, on ne peut pas vous dire lequel de ces matériaux est le meilleur isolant. Donc l'idée, quand on fait des travaux d'isolation, ça va être en fait de regarder ce qu'on appelle la résistance thermique. Donc la résistance thermique, elle est notée R majuscule. Si vous demandez ou si vous avez déjà demandé des devis d'isolation, normalement ça apparaît systématiquement sur le devis, hein. Les artisans, ils oublient rarement de le mettre quand même. C'est noté R majuscule. Il vous donne un R et le R, ça qualifie la performance de l'isolant. Plus il est grand et mieux c'est, c'est-à-dire que l'isolant, il a un pouvoir d'isolation très grand. Comment ça se calcule un R? C'est simplement une division. En fait, on divise l'épaisseur, donc qui est notée E ici, l'épaisseur de l'isolant sur la conductivité, qui est notée lambda. Donc, pour avoir un R grand, ce qu'il nous faut, c'est une épaisseur grande et une conductivité, à l'inverse, très faible. Donc l'épaisseur, bah, on l'a vu avec l'exemple d'avant, mais du coup, plus c'est épais, plus le R sera grand. La conductivité, c'est un petit peu différent, c'est une propriété du matériau cette fois. Donc en fait, la conductivité, par exemple, du polystyrène ne sera pas la même que la laine de verre, qui ne sera pas non plus la même que la laine de bois, par exemple. La conductivité, c'est vraiment une propriété du matériau. Et ce qu'on veut, c'est une conductivité très faible, parce que une conductivité faible, ça veut dire que le matériau ne conduit pas la chaleur, c'est-à-dire qu'il s'oppose à tout transfert de chaleur. Et c'est exactement ce qu'on recherche quand on fait des travaux d'isolation. Et donc, le R, c'est vraiment ça qui va nous intéresser pour savoir si la performance est bonne. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée sur les valeurs de R qu'il faut essayer de retrouver chez soi, là, on a quelques exemples.
On a donc, si je commence avec la toiture, pour des rampants de toiture ou des plafonds de combles, on va chercher généralement un R de 6. Si on a des combles perdus, plutôt un R de 7, c'est-à-dire un R un petit peu plus grand. Donc globalement, voilà, pour la toiture, on est entre 6 et 7 et en termes d'épaisseur, ça correspond à peu près à, 30-35, dépendamment de l'isolant aussi, mais on peut être 35 à 40 centimètres d'épaisseur, donc pour vous donner un ordre d'idée. Pour les murs, on parle plutôt de R de minimum 3,7 et donc là, ça correspond plutôt à 12 à 14 centimètres d'épaisseur. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Sachez que c'est des valeurs là, ici, qui sont conseillées, mais ce sont des valeurs minimum, c'est-à-dire que le R, plus il est grand et mieux c'est. Ça veut dire que ça limitera au maximum les déperditions. Donc si vous avez l'opportunité, par exemple, notamment dans des combles perdus, si vous pouvez mettre plus, faut pas hésiter parce que ça va limiter au maximum les déperditions. Donc c'est vraiment cette notion de résistance thermique qui est très importante quand on fait de l'isolation. Maintenant qu'on sait ça, on va détailler un petit peu poste par poste tous les travaux d'isolation qu'on peut entreprendre, en commençant par la toiture. Donc là, on retrouve un petit peu le même schéma que tout à l'heure avec les déperditions. Donc on va essayer d'éliminer les déperditions qui se font par le haut. Donc là, on a un espace de comble perdu. Alors comble perdu, ça veut dire que on n'occupe pas, on ne chauffe pas l'espace dans les combles. Et donc quand on fait de l'isolation, l'idée c'est toujours d'isoler au plus proche du volume que l'on va chauffer. Donc, si on a des combles perdus, c'est plutôt le plancher de ces combles qu'on va venir isoler. Et donc là, globalement, deux méthodes qui peuvent se faire. Soit on déroule de l'isolant en rouleau, soit on vient projeter un isolant en vrac, tout simplement. Les deux méthodes sont valables, hein, les deux méthodes existent. Il n'y a pas une méthode meilleure qu'une autre. Hein. À nouveau, c'est quelle est la résistance thermique que j'obtiens à l'issue des travaux. Donc, c'est ces deux méthodes-là qui existent. Par contre, si vous avez cette fois des combles aménagés, l'idée, ça va être d'isoler du coup les rampants de la toiture. On va vraiment isoler les pentes du toit. Donc c'est une isolation sous rampant. Après, on peut isoler depuis l'intérieur du logement ou depuis l'extérieur. Les deux méthodes aussi existent. Globalement, et je me répète beaucoup, hein, vous allez me dire, mais il n'y a pas forcément une méthode meilleure qu'une autre. Tout, à nouveau, c'est plutôt quelle est la résistance thermique que j'obtiens. Donc, on peut obtenir une résistance thermique équivalente, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur. Ce qui va plutôt faire le choix entre intérieur ou extérieur, ça va être plutôt, est-ce que j'ai la place de le faire par l'intérieur? Est-ce que ma toiture a besoin d'une réfection? Parce qu'à ce moment-là, si on doit changer la couverture, autant en profiter pour faire de l'isolation. Donc, c'est plutôt ce genre de questions qui vont faire pencher la balance entre intérieur et extérieur. Globalement, une isolation par l'extérieur, c'est quand même plus cher qu'une isolation de toiture par l'intérieur. Mais s'il y a un besoin, par exemple, de changer la couverture ou si on a un problème d'espace disponible, ça peut être quand même une solution très intéressante. Donc là, voilà, on a parlé plutôt comble. Avec les combles aménagés, je fais un petit aparté, mais qui va être très important, c'est le confort d'été. Parce que quand on fait de l'isolation, souvent on pense confort d'hiver. On se dit, je veux limiter les déperditions, et d'ailleurs c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, on veut limiter les déperditions pour derrière utiliser le moins possible votre système de chauffage. Ok, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vraiment l'objectif. Par contre, avec l'isolation de toiture et principalement quand on est en comble aménagé, le confort d'été, il va pas falloir le négliger parce qu'en fait, on peut se retrouver, même en faisant une isolation avec une bonne épaisseur, on peut se retrouver l'été à avoir des sensations vraiment de grosse chaleur dans un logement qui rend, c'est souvent à l'étage que ça se passe, mais ça rend finalement les conditions de vie très désagréables dans cet espace-là et parfois même on se retrouve à avoir recours à une climatisation qui de nouveau, ça entraîne des consommations supplémentaires, donc c'est vraiment pas l'objectif. Alors que si on fait une bonne isolation de rampant de toiture, et notamment avec un bon choix d'isolant, ça va permettre d'avoir un bon confort d'été. Et donc, la propriété qu'on recherche pour avoir un bon confort d'été, ça va être l'inertie. L'inertie, en fait, c'est la propriété d'un matériau à pouvoir stocker la chaleur sans vous la restituer directement dans le logement. Et en fait, un matériau qui a de l'inertie, c'est un matériau qui doit avoir une bonne densité. Et en fait, les isolants n'ont pas tous la même densité. Et je prends l'exemple de la laine de verre. La laine de verre, c'est un matériau qui n'est pas très dense. Donc,
en toiture, sous des combles aménagés, avoir même une bonne épaisseur de laine de verre, globalement, pour l'hiver, ce sera OK. Pour l'été, par contre, ça ne marchera pas parce que la laine de verre, elle n'a aucune inertie, donc elle va tout de suite vous restituer la chaleur qu'elle aura accumulée par le soleil qui vient taper sur la toiture. Donc ça va tout de suite vous la restituer dans le logement et vous allez avoir des sensations de grosse chaleur. Alors qu'un isolant qui sera dense, je prends l'exemple de la laine de bois, par exemple, c'est un isolant qui est beaucoup plus dense que la laine de verre, donc il va avoir de l'inertie, il va stocker, il va emmagasiner cette chaleur et il ne va pas vous la restituer dans le logement. Donc ça va vraiment créer, en fait, ça va créer ce qu'on appelle un déphasage thermique, hein, comme on peut voir sur le petit schéma. Et pour vous illustrer ce que c'est un déphasage, en fait, un déphasage, c'est finalement un décalage, en quelque sorte, entre pics de chaleur. Là, on voit qu'on a deux graphiques. À gauche, c'est un graphique plutôt pour de la laine de verre, à droite, plutôt pour de la ouate de cellulose. Et en fait, on voit en rouge la température extérieure et en bleu la température intérieure dans le logement. Et en fait, un déphasage, c'est qu'on va réussir à décaler le pic de chaleur extérieur par rapport au pic de chaleur dans le logement. Et la laine de verre, ce qu'on voit, c'est globalement, elle n'arrive pas à créer un déphasage très important. Donc, un pic de chaleur, je ne sais pas moi, à midi, bah, ça se répercute en un pic de chaleur vers 14 heures dans le logement. Donc, finalement, il y a pas de déphasage qui est créé, tandis qu'un isolant, donc là, ils ont pris l'exemple de la ouate de cellulose, mais si on reprend l'exemple de la laine de bois que je vous indiquais tout à l'heure, c'est un petit peu la même chose, mais l'idée, c'est que le but va être de créer ce décalage entre le pic de chaleur à l'extérieur et à l'intérieur du logement. Et donc ça, c'est vraiment le choix du matériau qui va pas être anodin pour le coup. Donc rappelez-vous que c'est on cherche un isolant qui va avoir de la densité pour avoir une bonne inertie. Et ça va se répercuter sur le confort d'été. Donc si jamais je suis pas forcément clair dans mes propos, n'hésitez pas à utiliser la rubrique discussion ou questions-réponses, hein, pour solliciter aussi mon collègue qui pourra apporter des précisions. Mais je faisais ce petit aparté avec l'isolation de toiture parce que le confort d'été, c'est surtout là qu'il va intervenir. Ensuite, si on continue notre petit chemin là dans le logement, on va passer au plancher bas cette fois. Donc l'isolation des planchers bas, c'est aussi un point important, pas négligeable, hein. Voilà, on peut avoir un sous-sol total qui n'est pas chauffé. On peut avoir peut-être un vide sanitaire, mais en fait, l'idée, c'est que toujours la même chose, on cherche à isoler au plus proche du volume que l'on chauffe. Donc là, bah, dans cet exemple, on a un sous-sol qu'on ne chauffe pas, donc il va falloir isoler le plafond de ce sous-sol. Donc là, globalement, la technique la plus simple, c'est d'isoler par le dessous, hein, tout simplement. On peut utiliser des panneaux isolants qu'on vient fixer au plafond. On peut aussi projeter de l'isolant si on a une surface qui n'est pas forcément très régulière. On peut aussi projeter de l'isolant au plafond. L'isolation de plancher bas, elle ne nécessite pas forcément de finition. On peut voir l'isolant finalement tel quel, ou alors on peut, si on le souhaite, hein, mais faire une finition, mais elle n'est pas forcément indispensable. Mais globalement, voilà, les méthodes les plus employées, c'est d'isoler par le dessous. C'est une méthode qui est relativement simple à mettre en œuvre et dont le gain est vraiment pas négligeable, hein. Les pertes par le dessous, faut pas les sous-estimer. En fait, le problème avec la chaleur dans un logement, c'est que si on isole parfaitement bien la toiture, bah, le problème, c'est que la chaleur, elle va chercher une autre porte de sortie. Donc, si les murs sont pas isolés, si le plancher est pas isolé, bah, la chaleur, elle va peut-être plus sortir par la toiture, mais elle va sortir par les murs ou par le plancher. Donc, c'est vraiment important de penser à l'isolation dans sa globalité. Si on continue cette fois, on a parlé plancher, maintenant on va parler mur. Donc là, mur, c'est là où je vais distinguer bâti moderne et bâti ancien. Donc on va démarrer par bâti moderne plutôt. Donc construction type parpaing notamment. Donc bâti moderne, on va distinguer deux méthodes, isolé par l'intérieur ou isolé par l'extérieur. Donc là, on démarre avec une isolation par l'intérieur. Donc globalement, c'est à nouveau, on peut mettre des panneaux d'isolants, on peut mettre aussi des isolants en vrac, hein, plusieurs méthodes existent, mais rappelez-vous, c'est toujours la question de résistance thermique, c'est vraiment ça qui va être important, quelle épaisseur on met, quel matériau on met. Par contre, isoler par l'intérieur, ça pose quand même quelques problématiques. Alors, certes, c'est une technique qui est moins coûteuse par rapport à une isolation par l'extérieur, mais par contre, il y a des points de vigilance à avoir parce que déjà, on perd de la surface habitable en faisant une isolation par l'intérieur. Et en plus de ça, on va créer ce qu'on appelle des faiblesses dans le logement, ce qu'on appelle des ponts thermiques. Alors, si vous n'êtes pas familier avec ce terme-là, je vais l'exposer tout simplement, et puis c'est illustré ici aussi sur le petit schéma.
on voit que là, on a procédé à une isolation par l'intérieur. Donc si, je m'imagine à la place des artisans, ils sont mis dans le salon, là, ils ont commencé l'isolation, donc ils ont posé les panneaux au mur au niveau du salon et quand ils sont arrivés au plafond, bah, ils étaient bloqués finalement par le plancher, donc ils ont dû couper leur isolant. Ils sont passés à l'étage et ils ont repris, à partir du 1er étage, hein, ils ont repris en bas et puis ils ont posé de l'isolant jusqu'au plafond. Très bien. Le problème, c'est quoi? C'est que sur l'épaisseur du plancher qu'on a juste ici, bah, il n'y a pas d'isolant du tout en place. Et ça, c'est très problématique parce que la chaleur, elle a aucun souci à passer à travers le plancher pour sortir à l'extérieur. Il n'y a rien qui la retient, il n'y a rien qui l'en empêche de faire ça. Donc ça va être ce qu'on appelle un pont thermique. Et si on observe, une maison isolée par l'intérieur à l'aide d'une caméra thermique, bah, on pourrait obtenir un petit peu un cliché, qu'on a juste à droite. Donc ça, c'est un cliché qu'on a pris nous-mêmes, hein, lors d'une balade thermique, qu'on a organisée, avec l'association. Et donc là, qu'est-ce qu'on arrive à distinguer sur cette thermographie? On arrive à voir globalement des planchers, on arrive à voir des murs de refend. Et en fait, ça, c'est des zones, qui, à la thermographie, on voit qu'elles sont beaucoup plus chaudes. Ça veut dire que la chaleur, elle arrive à traverser et à sortir à l'extérieur. Et donc ça, c'est souvent le signe d'une isolation par l'intérieur, parce que tout simplement, on n'a pas mis d'isolant par-dessus le plancher ou par-dessus les murs de refend. Donc c'est un des inconvénients d'une isolation par l'intérieur. Tandis que si on compare la solution isolation par l'extérieur, bah là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'isolant, il a été posé donc à l'extérieur de manière continue. Il n'y a pas eu besoin de le couper au niveau du plancher parce que finalement, le plancher, là, il gênait pas du tout. Donc, on a posé l'isolant de manière continue. Et donc là, la chaleur, si elle passe par le plancher, elle se retrouve bloquée par l'isolant. Et donc, c'est beaucoup plus efficace d'un point de vue thermique. Même chose, on a ici une thermographie, qui a été prise lors d'une balade thermique, mais là, on voit quoi? On voit un pignon, qui a été isolé par l'extérieur. Et ben, on voit déjà qu'on ne distingue pas de plancher, de mur de refend parce que l'isolant, il est placé côté extérieur, donc ça permet d'avoir une meilleure continuité, au niveau de l'isolant et on voit la différence par rapport à la façade qui, elle, n'a pas été isolée, hein. On voit vraiment la différence de température. Donc c'est isolé par l'extérieur, c'est plus intéressant d'un point de vue thermique. Au niveau de la finition, alors là, on a un petit exemple finition bardage, hein, mais sachez que la finition, c'est pas nécessairement du bardage, hein. On peut avoir un enduit tout à fait classique. Globalement, la finition, surtout pour du bâti moderne, c'est pas forcément, problématique. Par contre, ce qui est important quand on fait une isolation par l'extérieur, c'est que vous allez modifier quand même, hein, l'aspect extérieur de votre logement et donc, il faut toujours se renseigner auprès de votre mairie, et du service d'urbanisme s'il n'y a pas par hasard des règles, à respecter, sur la mise en œuvre d'isolation par l'extérieur. Il faut toujours se renseigner quand on vient modifier l'aspect extérieur d'un logement. Mais de manière générale, voilà, l'isolation de mur par l'extérieur est plutôt à privilégier. Donc là, comme je vous ai dit, on parlait plutôt bâti moderne. Si je fais un petit aparté bâti ancien, c'est vraiment différent parce que le bâti ancien, les matériaux qui constituent les murs, ce sont pas du tout les mêmes. Et c'est des matériaux comme la pierre meulière, qui ont beaucoup de propriétés dites de perspirance. La perspirance, en fait, qu'est-ce que c'est? Là, on a le mur, ici. C'est la propriété d'un matériau à laisser transiter la vapeur d'eau à travers son épaisseur. Donc, on le voit ici avec les flux, qui sont représentés. Mais donc, le bâti ancien, il a tendance à respirer finalement, à laisser passer la vapeur d'eau vers l'extérieur. Et donc, l'isolation, va falloir faire attention à ne pas venir, bouleverser ce transfert de vapeur d'eau parce que si on vient interrompre ce flux de vapeur d'eau, ce qu'on risque de faire, c'est de créer des soucis d'humidité, de condensation et ça peut être très problématique pour l'intégrité du logement. Et je prends un exemple, mais sur du bâti ancien, faire une isolation par l'extérieur en polystyrène, c'est vraiment pas recommandé, hein, c'est même, plutôt, fortement déconseillé. Parce que le problème, si vous mettez, imaginons, juste ici là, une plaque de polystyrène à l'extérieur du logement, bah, la vapeur d'eau, elle traverse, votre mur, parce que le mur, il est perspirant, et elle se retrouve derrière face à du polystyrène. Et le polystyrène, il est très résistant au passage de la vapeur d'eau. Donc la vapeur d'eau, elle n'arrivera pas à le traverser. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se condenser, elle va redevenir liquide, et ça risque d'abîmer à la fois l'isolant, mais aussi le mur. Donc c'est vraiment très important de connaître la typologie du bâtiment et de faire une isolation adéquate. Pour du bâti ancien, généralement, on recommande plutôt du coup de procéder à une isolation par l'intérieur parce que ça évite de créer des soucis d'humidité. Et il faut vraiment faire appel à des isolants qui ont des propriétés de perspirance, au même titre que le matériau qui constitue le mur. Je prends l'exemple du chanvre. Le chanvre, c'est un isolant qui est très perspirant et qui est plutôt adapté justement pour le bâti ancien. Donc,
Bâti ancien, c'est pas toujours évident d'isoler les murs parce qu'il y a aussi l'aspect esthétique qui peut entrer en ligne de compte. On a des murs en pierre apparente qu'on veut conserver, etc. Donc, c'est pas forcément évident de venir isoler les murs par l'extérieur. Donc, c'est pour ça que c'est recommandé plutôt par l'intérieur. Après, si c'est pas non plus possible d'isoler par l'intérieur parce que ça engendrerait une trop grande perte de surface habitable, vous avez la possibilité de réaliser ce qu'on appelle une correction thermique. Une correction thermique, finalement, c'est un petit peu un compromis parce que ça va être un enduit qu'on va appliquer sur le mur côté intérieur, un enduit isolant. C'est un mélange de chaux et de chanvre globalement. C'est beaucoup moins épais, ça. C'est pas une isolation à proprement parler, mais ça peut être quand même un compromis intéressant parce que les enduits chaud-chanvre, ça permet de casser un peu l'effet paroi froide qu'on peut avoir sur le bâti ancien en hiver. Et donc ça, c'est très important de casser l'effet paroi froide. Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, ça va changer votre température ressentie dans le logement. Donc, si vous procédez à cet enduit, alors certes, c'est pas une isolation proprement parler, mais ça peut changer votre ressenti et donc derrière, vous allez régler le chauffage pas à la même température en fonction de ça. Donc, ça peut être un compromis assez intéressant. Donc voilà pour la partie isolation des murs plutôt orientée bâti ancien. Si on continue sur l'isolation, on n'a pas encore abordé le vitrage, mais c'est un point très important, le vitrage. Et à nouveau, c'est dans la continuité de ce que je vous disais juste avant, mais ça va être par rapport à l'effet de paroi froide, parce que du simple vitrage, c'est très problématique dans un logement. Si vous avez encore du simple vitrage, je vous invite à envisager de le faire remplacer, parce que le problème du simple vitrage, c'est que c'est une paroi qui est très froide. Et donc, qui dit paroi froide, dit ressenti plus faible. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a froid? On monte le chauffage. Donc, le simple vitrage, c'est là sa problématique. Voilà, l'idée, c'est plutôt de vous tourner vers du double vitrage. Alors, il existe du triple vitrage également aujourd'hui. Globalement, quand on est en rénovation, c'est pas forcément le plus judicieux parce que ça coûte quand même bien plus cher que du double vitrage classique. Donc, c'est vrai que le gain énergétique que ça apporte par rapport au supplément de coût, ça vaut pas forcément le coup quand on est en rénovation. En fait, le triple vitrage, il est peut-être plus adapté pour de la construction neuve et notamment quand des maisons, elles recherchent à se labelliser maison passive, par exemple. Ça, c'est plutôt adapté. Mais après, le double vitrage, il y en a de très bonne qualité aussi, hein. Il faut regarder le modèle qu'on vous propose. Quelle est l'épaisseur des vitres? Quelle est l'épaisseur quel est l'espace disponible entre les deux vitres? Est-ce que c'est rempli d'air? Est-ce que c'est rempli d'argon? Il y a vraiment plein de fenêtres différentes. Donc, il y a quand même du double vitrage de qualité. Donc, voilà, il n'y a pas forcément un besoin de triple vitrage, mais c'est vrai que le double vitrage, il faut au moins ça pour s'affranchir du simple vitrage, parce que le simple vitrage, c'est vraiment le problème de la paroi froide qui va se créer. Donc, le vitrage, ça fait partie de l'enveloppe du bâtiment. Et même sur certaines façades, parfois, le vitrage, ça représente des surfaces très importantes. Donc, forcément, c'est des surfaces déperditives très importantes. Donc, il faut se poser la question de ça, en sachant que le vitrage, il y a également la question des volets associés, hein. Les volets, ça contribue à limiter les déperditions de chaleur, donc c'est aussi important d'en avoir. Et si on en a, on les ferme la nuit, on les ferme quand on n'occupe pas le logement, à nouveau pour essayer de limiter au maximum toutes les déperditions qui peuvent avoir lieu vers l'extérieur. Je poursuis un petit peu avec la partie rénovation en parlant rapidement de ventilation. Je ne vais pas m'attarder trop dessus, mais ce qui est très important à comprendre, c'est que isoler, ça ne veut pas dire se calfeutrer complètement. La ventilation, c'est vraiment essentiel dans un logement, c'est même indispensable pour éviter les problèmes d'humidité. Et d'autant plus quand on isole un logement, parce que isoler un logement dans son intégralité, toiture, mur, vitrage, plancher bas, c'est très bien, on limite au maximum les déperditions. Par contre, en faisant ça, vous renforcez également l'étanchéité de votre logement. Et donc, la vapeur d'eau qui est produite à l'intérieur du logement, elle n'arrive plus à sortir, elle n'arrive plus à s'extraire à l'extérieur toute seule. Donc, elle a besoin d'être assistée par notamment un système de ventilation type VMC. Donc là, voilà, on a un exemple de VMC simple flux. Il y a également des VMC double flux. Je vais pas forcément trop m'attarder, là je vois l'heure qui tourne, donc si vous voulez, on pourrait y revenir un petit peu plus tard dans la partie questions-réponses, mais sachez que la ventilation, c'est indispensable, donc surtout si vous avez des systèmes chez vous, pensez à les entretenir, mais surtout ne bouchez pas les bouches d'aération, les entrées d'air sur les fenêtres, c'est très important que ce mouvement d'air se fasse dans le logement pour extraire la vapeur d'eau vers l'extérieur et éviter les problèmes d'humidité qui pourraient survenir. Donc voilà pour la partie ventilation.
Toujours ce schéma négawatt que vous reconnaissez, mais on a terminé un petit peu de faire le tour de cette partie efficacité. On va maintenant passer à la partie renouvelable. Et en fait, au-delà de renouvelable, on va plutôt parler plus largement de chauffage, en fait, parce que voilà, qu'est-ce qu'on considère comme renouvelable ou pas, enfin, ça pose beaucoup de questions. Donc là, moi, je vais plutôt parler de chauffage de manière générale. Comment on va pouvoir optimiser ces consommations d'énergie. Donc, rappelez-vous, le chauffage en soi, c'est pas une fatalité, hein. Un chauffage à la base, ça existe uniquement pour combler toutes les déperditions de chaleur qu'il y a dans le logement. Donc, moins on a de déperdition et moins on a besoin de chauffage. Mais en théorie, c'est pas impossible. On pourrait se passer d'un système de chauffage. Après, en rénovation, c'est un petit peu plus compliqué, je vous l'accorde, mais l'idée, c'est de faire en sorte d'en avoir besoin le moins possible. Donc là, a priori, ce soir, on est sur une thématique fuel, logement au fuel. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt à se dire, est-ce que je pourrais pas remplacer ce chauffage au fuel pour plusieurs raisons. Le fuel étant notamment une énergie fossile qui émet beaucoup de gaz à effet de serre lorsque l'on le brûle. Donc finalement, pour aussi diminuer l'empreinte environnementale de votre système de chauffage, vous pouvez envisager de faire remplacer votre chaudière fuel. Et puis également, il y a des réglementations qui sont entrées en vigueur et qui interdisent aujourd'hui la mise en place de chaudières à fuel dans le neuf. Donc automatiquement, les artisans petit à petit, ils vont installer de moins en moins enfin ça va être de plus en plus compliqué, disons, de réparer les chaudières déjà existantes, petit à petit. Donc c'est vrai que ça peut aussi se poser la question de les faire remplacer. En sachant qu'avec la chaudière fuel s'accompagne toujours une cuve à fuel chez vous. Et l'idée, c'est que la cuve à fuel, vous avez la possibilité, alors c'est obligatoire de au moins la faire neutraliser, mais vous pouvez soit la faire complètement déposer, c'est-à-dire vous la faites retirer de chez vous, soit vous pouvez la transformer en récupérateur d'eau. Ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et qui se font. J'ai encore eu très récemment des retours d'expérience là-dessus, mais des cuves à fuel qui se transforment en récupérateur d'eau de pluie. C'est plutôt des systèmes intéressants pour avoir une petite réserve d'eau qu'on peut utiliser après dans le jardin, par exemple. Donc, voilà un petit peu pourquoi on chercherait à sortir d'un chauffage au fioul. Et dans les alternatives qu'on va pouvoir avoir, on va en lister quelques-unes, mais on va démarrer avec les pompes à chaleur, notamment comme premier exemple. Donc déjà, une pompe à chaleur, qu'est-ce que c'est? Une pompe à chaleur, c'est un appareil qui va prélever des calories dans un environnement pour vous les restituer dans votre logement. En fait, ça va être ça l'intérêt de la pompe à chaleur, c'est qu'elle va réussir à prélever des calories qui sont stockées gratuitement, soit dans l'air extérieur, soit dans le sol, soit dans une nappe éventuellement. Bon, c'est un petit peu plus pour une maison individuelle, ce sera moins le cas, mais pourquoi pas. Donc en fait, ça prélève des calories qui sont gratuits, qui se renouvellent dans l'environnement extérieur et ça vous les restitue à l'intérieur du logement. Par contre, il faut bien comprendre que ça, c'est un schéma de fonctionnement d'une pompe à chaleur. Donc globalement, une pompe à chaleur, ça possède toujours un compresseur. Et un compresseur, ça consomme de l'électricité. Donc une pompe à chaleur, il ne faut pas oublier que certes, elle va chercher des calories qui sont stockées gratuitement dans l'environnement, mais par contre, pour ça, elle a quand même besoin d'une certaine consommation électrique. Donc, faut faire attention avec les pompes à chaleur, ça ne va pas non plus supprimer du jour au lendemain vos consommations d'énergie. Et donc, pour évaluer la performance d'une pompe à chaleur, on peut regarder ce qu'on appelle son COP. Le COP, c'est le coefficient de performance. Et en fait, ça correspond à l'énergie restituée sur l'énergie consommée. Donc, l'énergie restituée, c'est ce qui se passe dans le logement par rapport à l'énergie qu'elle aura consommée au niveau de son compresseur en termes de consommation du coup électrique. Et en fait, le COP, c'est une information importante si vous demandez des devis pour remplacer vos chaudières fuel. Mais ce qu'il faut comprendre avec un COP, c'est souvent les fabricants, ils ont tendance à mettre un COP en avant, un COP assez élevé. Mais par exemple, un COP de 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 4 kWh d'énergie restituée dans le logement, l'appareil, la pompe à chaleur, elle a consommé 1 kWh d'électricité. C'est ça que ça veut dire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un COP, ce n'est pas une valeur statique. Ce n'est pas une valeur fixe toute l'année, tous les jours, en permanence. En fait, un COP, ça varie, finalement, ça varie en permanence, en fonction des températures extérieures, mais aussi en fonction du besoin à l'intérieur du logement. Et donc là, je vous donne un exemple de valeur de COP d'une pompe à chaleur sur un devis qu'on m'a transmis récemment. Mais ce qu'on peut voir, c'est que
Le COP, donc, il se situe, on voit le tableau avec les différentes valeurs, il varie en fonction de la température en amont, c'est-à-dire la source froide, donc la température extérieure, par rapport à la température en aval, donc c'est la température à l'intérieur, la température de l'eau chaude qui va circuler dans votre réseau hydraulique de chauffage. Et ce qu'on voit, c'est que on a un COP, imaginons il fait très froid dehors et en plus vous demandez une température élevée, on a un COP de 1,6, alors que s'il fait chaud dehors et que vous demandez une température pas très élevée, le COP il est beaucoup plus élevé. Donc, faut bien comprendre qu'un COP, c'est pas statique, donc faut pas non plus s'imaginer qu'un COP de 4, ce sera forcément cette valeur-là toute l'année. C'est très important de regarder un petit peu comment ça se passe en fonction de la température extérieure et aussi de la température que l'on demande à l'intérieur du logement. Mais autrement, les pompes à chaleur, ça peut être des systèmes envisagés en remplacement de votre chaudière fioul. Donc là, on a un exemple de pompe à chaleur aérothermique. Donc aérothermique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la pompe à chaleur, elle prélève les calories dans l'air extérieur pour vous les restituer à l'intérieur du logement. Donc là, globalement, on a une unité extérieure qui est placée. Là où il faut faire attention, sur les coûts de fonctionnement, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'ai expliqué juste avant, mais c'est les consommations électriques que ça peut engendrer. Une pompe à chaleur, certes, vous ne paierez plus de fioul, mais par contre, vous allez payer de l'électricité. Et donc, il faut faire attention, mais dans un logement qui n'est pas isolé, une pompe à chaleur, ça peut être vraiment problématique parce que ça peut engendrer des factures d'électricité qui grimpent en flèche. Et le prix de l'électricité, il a tendance à augmenter un petit peu en parallèle du prix du gaz, finalement. Donc et que le prix du fioul, pardon. Donc le coût de fonctionnement, c'est un point important, mais toujours penser à d'abord isoler avant de remplacer un système de chauffage. Le bruit également, ça peut entrer en ligne de compte, hein, c'est souvent des remarques que l'on nous fait. Le niveau sonore d'une pompe à chaleur. Alors oui, ça peut avoir un niveau sonore élevé, tout dépend de l'appareil que vous installez, ils n'ont pas toutes les mêmes qualités, donc ça c'est important de regarder le décibel sur la fiche technique, sur le devis qu'on vous propose. C'est des choses qu'il faut regarder. Où est-ce que sera placée la pompe à chaleur, enfin l'unité extérieure? Est-ce qu'elle sera placée juste à côté d'une chambre ou juste en face d'un voisin, etc. C'est les questions qu'il faut se poser. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même des points d'attention, mais si les conditions sont réunies, les pompes à chaleur aérothermiques, c'est des systèmes qui sont tout à fait pertinents. Et vous entendrez globalement parler de pompes à chaleur air-eau. Voilà, ça c'est un exemple de pompe à chaleur aérothermique. Après, on a également des pompes à chaleur géothermiques. Là, la différence, c'est que la pompe à chaleur, elle ne va pas prélever les calories dans l'air extérieur, elle va les prélever dans le sol. Donc, en fait, une pompe à chaleur géothermique, ça va nécessiter un forage, que ce soit un forage vertical ou bien un forage horizontal. Mais l'idée, c'est que globalement, c'est des pompes à chaleur qui sont plus performantes que des pompes à chaleur aérothermiques parce que les conditions dans le sol, elles sont plus stables, elles sont plus intéressantes que des conditions dans l'air extérieur. On a moins de variations de température, donc c'est plus intéressant. La pompe à chaleur, elle sera plus performante. Par contre, c'est un investissement qui est beaucoup plus élevé. Souvent, pour une maison individuelle, ça vaut pas forcément le coup, sauf si vous avez quand même, par exemple, une grande maison avec des besoins assez importants, que vous avez l'emplacement disponible aussi pour faire un forage. Mais généralement, c'est vrai que pour de la maison individuelle, c'est pas du tout le plus courant, mais ça peut être quand même une piste à explorer. Mais voilà, l'investissement à l'achat, il sera quand même plus élevé. Mais ça reste une pompe à chaleur, hein. Aérothermique ou géothermique, le principe est le même. C'est simplement l'origine des calories qui va être différente. Est-ce que c'est dans l'air extérieur ou est-ce que c'est dans le sol? Donc voilà un petit peu pour cette partie pompe à chaleur. Si on explore une autre solution, ça peut être éventuellement le solaire thermique. Le solaire thermique, en fait, ça va être des panneaux solaires, mais je précise, des panneaux solaires thermiques. C'est très différent d'un panneau solaire photovoltaïque. Le panneau solaire photovoltaïque, l'objectif, ça va être de produire de l'électricité, alors qu'un panneau solaire thermique, son objectif, ça va être de produire de la chaleur. Et globalement, les panneaux solaires thermiques, alors on a différents types de capteurs non vitrés, des capteurs plans vitrés, des capteurs sous vide. Les capteurs les plus répandus, c'est quand même les capteurs plans vitrés, et c'est rien de très compliqué, hein. Globalement, c'est une vitre avec des tuyaux en dessous. L'idée, c'est de récupérer la chaleur grâce au rayonnement du soleil, et ensuite de restituer cette chaleur dans le réseau hydraulique de chauffage que l'on a chez soi. Par contre, si on souhaite faire une installation thermique pour du chauffage, il faut bien comprendre que ça ne pourra pas subvenir à 100% de vos besoins. Il faudra toujours un appoint indispensable pour ça. Donc, ça nécessite un deuxième système de chauffage, mais la priorité ira au solaire thermique, bien sûr. Mais si les besoins sont trop grands et que les conditions météorologiques ne sont pas bonnes, c'est le deuxième système qui se mettra en place. Mais ça peut être une piste intéressante en sachant que dans notre région, on a un potentiel solaire
suffisamment intéressant pour installer des systèmes thermiques. L'idée, c'est plutôt de se dire, est-ce que ma toiture, elle est bien orientée, bien inclinée? Est-ce que j'ai pas des arbres qui me font de l'ombre? Est-ce que j'ai pas un immeuble en face qui projette une ombre sur ma toiture? Mais s'il y a le potentiel qui est intéressant, bah, ça peut être une piste à explorer. Par contre, même chose, en mettant des panneaux sur votre toit, vous allez modifier l'aspect extérieur de votre logement. Et donc, ça veut dire aussi vous renseigner auprès de la mairie pour savoir s'il n'y a pas des règles d'urbanisme à respecter par rapport à ça. Donc, le solaire thermique, c'est également une piste que vous pouvez explorer. Une autre piste envisageable, c'est les chaudières biomasse. Alors, la biomasse, qu'est-ce que ça veut dire globalement? C'est les chaudières à bois, bûches, plaquettes ou granulés, dépendamment. Il y a plusieurs technologies qui existent, mais c'est des chaudières qui peuvent remplacer votre chaudière à fioul pour répondre à vos besoins de chauffage. Donc là, on a un petit exemple. Et qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite sur l'exemple? C'est que le chauffage au bois, les chaudières au bois, ce qui va être important, c'est le stockage. En fait, il ne faut pas sous-estimer le volume nécessaire pour notamment pour les chaudières à granulés. En fait, il faut avoir un stockage, d'ailleurs comme votre chaudière fioul finalement, vous avez une cuve à fioul, là l'idée ça va être d'avoir un silo de granulés pour permettre un acheminement vers la chaudière afin de répondre à vos besoins de chauffage. Donc le volume, c'est pas toujours faisable chez soi de pouvoir mettre ce silo-là, mais en tout cas les chaudières à granulés, c'est quelque chose de tout à fait envisageable pour remplacer votre chaudière fioul, en sachant qu'il y a le granulé, il y a la bûche. La bûche, l'inconvénient, ça va être plutôt le côté manutention, mais si on a la possibilité, c'est aussi des chaudières qui existent. En sachant que pour tout ce qui est appareil au bois, vous pouvez notamment regarder si l'appareil est labellisé flamme verte. En fait, le label flamme verte, ça vous renseigne aussi sur la qualité de la chaudière que vous installez. Après, voilà, en point d'attention, c'est vrai qu'à l'investissement, une chaudière à granulés, c'est quand même plus cher qu'une pompe à chaleur, par exemple. Et donc, voilà, il y a ce côté volume, évacuation des fumées également qui est important, mais ça reste une alternative qui est envisageable. Hop, pardon. Autre solution, ça va être les appareils indépendants de chauffage au bois. Et donc là, je fais vraiment la différence avec la chaudière à bois que je vous ai présentée juste avant. Là, on va parler plutôt d'appareils indépendants type poêle ou insert, par exemple. C'est vraiment très différent d'une chaudière, hein. Une chaudière, c'est un système central qui va complètement remplacer votre chaudière fioul, tandis qu'un poêle, ça va être plutôt un appoint que vous allez placer dans une pièce et qui va contribuer au chauffage de cette pièce. Ça ne sera pas votre système central de chauffage, mais ça peut être quand même une piste intéressante pour, par exemple, vous pouvez combiner, je ne sais pas moi, l'installation d'une pompe à chaleur avec un poêle à granulés. Ça permet de, vous utilisez votre poêle plutôt en priorité, comme ça, votre pompe à chaleur, elle se met en route vraiment quand les besoins sont les plus grands. Ça peut avoir cet intérêt-là. En tout cas, c'est des systèmes qui se font. Et là, même chose, hein, donc le combustible, c'est du bois, donc vous pouvez regarder le label flamme verte, voir si votre appareil il est labellisé pour savoir un petit peu son niveau de performance. Mais à nouveau, c'est la question du stockage. Il faut stocker le granulé ou la bûche, mais il faut le stocker dans un endroit sec. Il faut éviter que le combustible prenne de l'humidité. Et puis, il y a aussi la question du conduit de fumée qui est nécessaire. Mais en tout cas, l'installation d'un appareil indépendant, ça peut être tout à fait pertinent. Après, un point qu'on n'a pas abordé, mais que je voudrais quand même évoquer, c'est la programmation et la régulation, pardon. Donc ça peut se faire notamment via des thermostats et c'est des choses qui sont très intéressantes pour maîtriser ses consommations d'énergie chez soi. Si vous n'en avez pas à l'heure actuelle, si vous envisagez l'installation d'un nouveau système, ça peut être l'occasion d'en mettre en place. Mais finalement, thermostat de régulation de programmation, ça correspondrait plutôt à un éco-geste finalement. Si on repense au scénario négawatt, ça correspondrait plutôt à la première action de sobriété, mais c'est tellement lié au chauffage que finalement, je voulais en parler plutôt ici. Mais l'idée, c'est que ça permet vraiment de réguler la température. Voilà, on ne chauffe pas toutes les pièces de la même manière, on ne chauffe pas le jour comme la nuit, quand on est en période d'absence par rapport aux périodes de présence, etc. Et donc, les thermostats, faut pas négliger l'impact que ça peut avoir, d'autant plus, comme je vous l'ai dit, si vous envisagez un nouveau système de chauffage, ça peut être l'occasion de remettre un petit peu en place tout ce système-là, et donc ça peut se combiner avec des robinets thermostatiques. Par exemple, on peut mettre en place un thermostat, même si vous avez des robinets thermostatiques chez vous. Donc ça, c'est un point aussi pas négligeable, et je vous invite à vous poser la question, chez nous, qu'est-ce qu'on a pour réguler et programmer la température? Ensuite, on a beaucoup parlé chauffage, on n'a pas trop évoqué l'eau chaude sanitaire parce que c'est vrai que
là, vous avez potentiellement chez vous donc tous une chaudière à fioul. Par contre, elle ne fait pas forcément pour tout le monde l'eau chaude sanitaire, hein, mais c'est possible qu'elle le fasse. L'idée, c'est que dans toutes les alternatives que je vous ai présentées précédemment, c'est des alternatives qui peuvent fonctionner et pour le chauffage et pour l'eau chaude sanitaire. Ça peut faire les deux, mais vous pouvez aussi décider d'avoir un système pour l'eau chaude sanitaire complètement indépendant. L'intérêt d'avoir deux systèmes indépendants pour chauffage d'un côté et eau chaude sanitaire de l'autre, ça va être de, finalement, quand la saison de chauffe est terminée, vous coupez complètement votre système de chauffage, vous avez quand même de l'eau chaude qui tourne, et si jamais il y a un des deux systèmes qui tombe en panne, au moins l'autre système, il continue toujours de fonctionner. Et donc globalement, pour les systèmes d'eau chaude sanitaire que vous pourriez avoir, on distingue le chauffe-eau solaire thermique et le chauffe-eau thermodynamique. Le chauffe-eau solaire thermique, l'idée, c'est que ça ressemble un petit peu à la solution du chauffage thermique qu'on a évoqué tout à l'heure, mais c'est des panneaux solaires thermiques, mais cette fois, ça va être dédié uniquement à l'eau chaude sanitaire. Donc, vous pouvez, par exemple, décider de mettre en place chez vous, je ne sais pas moi, une chaudière à granulés pour remplacer votre chaudière fuel et qui sera uniquement dédiée au chauffage. Et vous pouvez décider de faire installer un chauffe-eau solaire thermique pour l'eau chaude sanitaire. L'idée, c'est que le liquide caloporteur va transmettre la chaleur au ballon d'eau chaude. Et donc, à nouveau, on a besoin quand même d'un appoint. Généralement, c'est un appoint électrique. Si jamais le solaire thermique n'est pas suffisant pour assurer vos besoins, mais bien sûr, la priorité, ça va toujours au solaire thermique. En tout cas, c'est des installations qui sont assez pertinentes pour ça. Et le chauffe-eau thermodynamique, qu'est-ce que c'est? C'est un chauffe-eau, c'est un ballon d'eau chaude, mais qui est relié à une petite pompe à chaleur. Et là, même chose, c'est une pompe à chaleur qui est dédiée uniquement à la partie eau chaude, c'est-à-dire vous n'allez pas utiliser un chauffe-eau thermodynamique pour votre système de chauffage. Ça va vraiment être une pompe à chaleur dédiée uniquement à l'eau chaude. Mais ça peut avoir cet intérêt d'avoir un système indépendant pour l'eau chaude. Mais ça repose, par contre, c'est une pompe à chaleur, c'est-à-dire que tout ce que j'ai évoqué précédemment, ça repose sur le même principe. Alors, ça va être une pompe à chaleur aérothermique. On va pas faire de la géothermie juste pour de l'eau chaude. Mais dans le principe, c'est une petite pompe à chaleur qui va être dédiée uniquement à l'eau chaude. Et donc, l'intérêt, c'est de pouvoir récupérer gratuitement des calories dans l'air extérieur pour chauffer l'eau. Tandis qu'un chauffe-eau 100% électrique, là, c'est une consommation à 100% électrique, donc il n'y a pas la possibilité de récupérer des calories dans l'air extérieur. Donc voilà un petit peu deux solutions d'eau chaude. Je m'étale pas plus, mais si ça vous intéresse, vous pourrez, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc là, j'ai un petit peu terminé la partie scénario négawatt avec sobriété, efficacité et renouvelable. Et comme j'ai dit, on a plus parlé de chauffage finalement de manière générale plutôt que de renouvelable. Maintenant, je vais vous présenter la possibilité pour vous de vous faire accompagner en fait dans votre projet de rénovation énergétique. Rappelez-vous, et je l'ai évoqué lors de la présentation de l'association, mais notre association, elle porte un dispositif France Rénov. France Rénov, c'est un service de conseil pour les particuliers qui veulent faire de la rénovation énergétique, notamment sur tous les aspects techniques, les aspects aide financière, les aspects relecture de devis. On peut vous accompagner pour ça. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Donc, vous avez là notre numéro de téléphone et notre site internet, parce qu'en fait, vous avez deux méthodes. Soit vous nous appelez à l'improviste à ce numéro, et donc on échange par téléphone par rapport à votre projet, soit vous prenez rendez-vous en ligne. On a un outil de prise de rendez-vous, avec des créneaux disponibles. Vous choisissez si vous préférez un rendez-vous en téléphone ou un rendez-vous en présentiel dans nos locaux à Carrières-sous-Poissy. Ça peut être l'occasion d'ailleurs de visiter la matériothèque, ce qui peut être tout à fait intéressant. Alors, je m'excuse d'avance, on est très sollicité au téléphone. C'est pas toujours évident de nous avoir du premier coup et je m'en excuse. On a une équipe de conseillers vraiment qui donne leur maximum pour accompagner les particuliers. Donc, n'hésitez pas à insister, à tenter plusieurs fois, quitte à appeler à différents moments de la journée. Mais en tout cas, sinon, vous pouvez réserver un créneau de rendez-vous. Au moins, si vous prenez le rendez-vous, vous êtes sûr que le rendez-vous il est dédié pour vous. Mais l'idée, c'est qu'on peut vous accompagner justement pour y voir plus clair dans vos devis, comment trouver des artisans, quelles sont les aides financières que vous pouvez mobiliser. Là, je vais présenter justement un petit peu les aides financières, mais je ne vais pas rentrer dans un détail très profond parce que je vois aussi l'heure qui tourne. Mais globalement, pour aller un petit peu en surface, on va distinguer deux dispositifs d'aide. Et donc là, je vais vous présenter le premier qui s'intitule MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', ça représente les aides de l'État, les aides publiques. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit exemple, mais à nouveau, c'est juste un extrait. On voit qu'on a différents montants d'aide en fonction du type de travaux. Donc là, on voit isolation de murs par l'extérieur, isolation de murs par l'intérieur.
et aussi en fonction de la catégorie de ressources. Donc, il y a 4 catégories qui ont été créées. Donc là, il faudra aussi déterminer dans quelle catégorie de ressources vous vous situez, mais on voit que les montants d'aide, ça varie en fonction de ça. Donc, MaPrimeRénov', ça représente les aides de l'État. Ça a remplacé le crédit d'impôt. Si vous entendez parler de crédit d'impôt sur Internet ou auprès d'artisans, sachez que le crédit d'impôt, ça n'existe plus. Aujourd'hui, c'est MaPrimeRénov' qui l'a remplacé. Donc, MaPrimeRénov', les aides de l'État. Deuxième dispositif qui existe, ça s'intitule les C2E. C2E, ça veut dire certificat d'économie d'énergie. Et en fait, les C2E, ce sont des aides privées cette fois, qui sont distribuées par des énergéticiens. Vous avez peut-être entendu parler des primes EDF, Engie, des primes Total, ou même les primes des grandes surfaces comme Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. En fait, les C2E, ça repose sur le principe du pollueur-payeur. Tous les vendeurs d'énergie en France ont des obligations à remplir, c'est l'État qui leur impose, ils doivent distribuer des C2E aux particuliers qui veulent faire de la rénovation énergétique. Et ce, peu importe si vous êtes client ou pas chez eux. Ça, c'est très important. Souvent, on pense que pour demander un C2E, il faut être client chez l'énergéticien, mais pas du tout. Vous pouvez demander une prime C2E à EDF pour l'installation, je ne sais pas moi, d'une pompe à chaleur. Même si vous n'êtes pas client chez eux, ils peuvent pas refuser et ils peuvent pas non plus vous obliger à signer un contrat chez eux. En fait, les énergéticiens, ils ont des quotas à remplir. S'ils remplissent pas leurs quotas de distribution de C2E, ils payent des pénalités financières à l'État. Donc, c'est pas dans leur intérêt de vous refuser sous prétexte que vous n'êtes pas client. Mais l'idée, c'est que C2E et MaPrimeRénov', vous pouvez les cumuler ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Vous avez la possibilité de cumuler les deux. Simplement, ce qui est important, c'est que vous déterminiez dans quelle catégorie de ressources vous vous situez. Et donc, c'est aussi pour ça que je vous invite à faire le point avec un conseiller France Rénov' de l'association Énergie Solidaire. Et petit aparté, C2E et MaPrimeRénov', c'est des dispositifs nationaux, mais à l'échelle de la région, il y a une aide qui existe pour la conversion des chaudières au fioul. Donc, c'est pour ça que j'en parle ce soir, parce que ça peut vous concerner directement. Mais il faut savoir que pour le remplacement d'une chaudière au fioul, vous pouvez obtenir une prime supplémentaire que vous cumulez avec les C2E et avec MaPrimeRénov'. Et donc, c'est une aide de la région. Par contre, c'est une aide de la région qui fonctionne en fonction de l'équipement que vous installez en retour. Donc, il y a un listing qui est cité ici. Donc, on voit que tous les systèmes qui fonctionnent au solaire thermique, ça rentre en ligne de compte. Les systèmes de pompe à chaleur, ça rentre en ligne de compte. Le chauffe-eau thermodynamique qu'on a évoqué aussi, ça fonctionne. Par contre, ce qu'on voit qui n'est pas inclus, c'est les chaudières au bois. Si vous envisagez une chaudière au bois, vous ne pourrez pas demander l'aide de la région. Par contre, vous pourrez toujours demander MaPrimeRénov' et les C2E, mais c'est simplement l'aide de la région qui ne fonctionnera plus. Donc là, à nouveau, je vous présente vraiment en surface un petit peu les dispositifs d'aide. De manière générale, appelez-nous, essayez de prendre un rendez-vous pour mettre les choses au clair. Rappelez-vous surtout, ne signez pas un devis tant que vous n'avez pas une garantie que vos demandes d'aide, elles ont été validées. MaPrimeRénov' et C2E, les demandes, elles se font avant la signature du devis. C'est très important que c'est pas après avoir signé un devis qu'on demande des aides financières. En signant un devis, vous vous engagez à payer un montant de travaux, donc ne le faites pas si vous n'avez pas la certitude d'obtenir des aides financières. Les artisans doivent être certifiés RGE, donc ça c'est très important. Nous, on vous aide aussi à trouver des artisans certifiés RGE, mais c'est obligatoire, donc ça c'est aussi un point important. Mais globalement, voilà, là je ne fais que vous donner quelques pistes, mais si vous voulez remettre les choses au clair, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou à prendre rendez-vous en ligne. Donc voilà un petit peu pour la partie accompagnement. On va bientôt terminer. Je vais simplement vous remettre un petit peu la suite du programme, parce que je rappelle, le webinaire de ce soir, il s'inscrivait en fait dans les semaines de l'éco-rénov qui sont organisées par la communauté d'agglomération de Saint-Germain-Boucle-de-Seine. Et donc, il y a tout un programme qui est prévu sur les prochaines semaines à venir jusqu'en décembre, que je vais rapidement présenter. Il y aura notamment des visites de sites, des visites de chantier. Donc, ce jeudi, il y a la visite d'un chantier de rénovation en copropriété. Alors, peut-être que ça vous concernera moins, parce que là, vous risquez probablement d'être sur des maisons individuelles. Donc ça va pas être forcément ça qui vous intéressera le plus, mais si jamais, sachez que ce jeudi à Beson, il y a une visite qui est organisée. Alors c'est Solia 95 qui l'organise, c'est pas nous directement, donc il faudra vous rapprocher d'eux si jamais ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ce samedi 22 octobre, sur toute la journée, on a 2 événements qui sont organisés. On a l'Escape Game qui sera présent à Saint-Germain-en-Laye. Donc là, c'est un format très ludique, c'est un jeu globalement de 1 demi-heure, 3/4 d'heure. Donc on sera présent à Saint-Germain. Et le Nomade Apart sera présent, lui, à l'Étang-la-Ville.
toute la journée. Donc le Nomad Apart, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est? C'est un camion qui a été aménagé, en fait, pour sensibiliser aux économies d'eau et d'énergie. En fait, c'est un camion, l'intérêt, c'est que justement, il peut se déplacer sur tout le département. Donc là, il sera présent à l'Étang-la-Ville. Et donc, vous aurez l'occasion, il y aura 2 personnes présentes d'énergie solidaire qui pour l'animer. Et donc, vous pourrez en apprendre un petit peu plus sur les économies d'énergie et d'eau que l'on peut faire chez soi. Donc, le Nomad Apart sera présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On aura des permanences qui seront organisées. Alors les permanences, justement, qu'est-ce que c'est? Donc c'est le conseil France Rénov finalement, que je vous évoquais précédemment. Simplement, là, on va organiser des permanences délocalisées, c'est-à-dire que c'est nous qui allons venir, on va se déplacer au Vésinet, à Montesson, au Pec, à Chatou et à Louvciennes, donc sur ces dates-là, hein, du 14 au 18 novembre. Il y a la possibilité de prendre un rendez-vous en ligne, hein, si jamais on vient dans votre commune ou à proximité et que vous souhaitez un rendez-vous en présentiel, du coup, n'hésitez pas à aller prendre un rendez-vous sur une de ces dates-là. Quoi d'autre? Une autre visite de rénovation, cette fois c'est une maison individuelle. Vous aurez la possibilité, si ça vous intéresse, ça permet d'avoir un retour d'expérience d'un foyer qui a réalisé des travaux de rénovation. Comme ça, on bénéficie de son expérience, de qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, s'il devait recommencer, qu'est-ce qu'il ferait. Donc là, même chose, il y aura des membres d'Énergie Solidaire qui seront présents pour faire cette visite. Si on continue, les balades thermiques arriveront bientôt, au mois de décembre. Alors pourquoi en décembre? Parce qu'en fait, on a besoin d'avoir un écart de température assez important entre extérieur et intérieur pour qu'on puisse voir des choses à la caméra thermique. Mais l'idée, c'est qu'on va passer dans plusieurs communes, hein, donc Bezons, Marais-Marly, Croissy, Marly, Sartrouville et Carrière-sur-Seine. L'idée, c'est que vous pouvez vous inscrire également à une de ces balades thermiques. Ce sera l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur l'usage d'une caméra thermique et concrètement observer les déperditions sur un logement. Donc en fait, c'est une balade sur les communes qui est planifiée et on observe donc le différents logements à la caméra. Donc voilà pour les balades thermiques et je terminerai à nouveau avec le défi énergie, hein, mais je vous en ai déjà parlé ultérieurement. Mais le défi énergie, c'est à partir du 1er décembre jusqu'au 30 avril. Il y aura un petit événement de lancement quand même qui aura lieu fin novembre. Mais en tout cas, sachez que c'est un défi qui est complètement gratuit. Il ne faut pas hésiter à vous inscrire. À nouveau, c'est de la convivialité, c'est en apprendre un peu plus sur les économies d'énergie. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez également vous inscrire à ce défi. Voilà un petit peu pour le programme. Écoutez, moi j'ai terminé. Donc